internautes, bonjour et bienvenue à Seneweb. Aujourd'hui, nous recevons ou bien elle nous reçoit dans ses bureaux Madame le ministre ou la ministre garde des Sceaux. Justement, vous préférez le ministre ou la ministre, Madame? Nous sommes Absa le 8 mars. Permettez avant tout que je vous salue, que je salue Seneweb et toutes ses équipes et que je souhaite à toutes les femmes de Seneweb une excellente journée internationale des droits de la femme. Et comme nous sommes le 8 mars, bien évidemment, la ministre est le plus approprié. Pourquoi le plus approprié? Parce que cela démontre encore le long parcours que les femmes ont dû emprunter pour enfin s'arroger des titres qui n'avaient été créés que pour les hommes. D'où la féminisation aujourd'hui de tous les titres qui, à l'origine, ont été des titres masculins. Donc j'aimerais bien, Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous l'avez dit, on est le 8 mars et le thème de cette année retenu est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme au Sénégal. Sur quel levier faut-il insister pour justement accélérer l'autonomisation des femmes? D'abord, Absa s'arrêter sur le sens et la portée du thème qui a été retenu cette année par les Nations Unies pour célébrer le 8 mars. Parce que, qu'on se le rappelle, ce thème, à chaque fois, fait l'objet de discussions, de débats, d'amendements et enfin de propositions aux femmes par le système des Nations Unies. Alors ce thème, il est accélérer le rythme, mais avant cela, investir en faveur des femmes. Pourquoi investir en faveur des femmes? Les Chinois ont l'habitude de dire que les femmes constituent la moitié du ciel. Mais si les femmes sont la moitié du ciel, occupons-nous de cette moitié pour que toute l'humanité puisse être confiante et satisfaite. Voilà pourquoi investir en faveur des femmes est tout un programme. En quoi nous devons investir? Pourquoi devrions-nous investir? Et comment cet investissement doit se traduire en faveur des femmes et donc pour le bonheur de l'humanité entière? Au Sénégal, depuis très longtemps, il y a eu beaucoup de politiques qui ont été imaginées depuis le président Senghor, le président Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Pour chacun de ces présidents, nous pouvons dire de façon concrète ce qui a été fait pour les femmes. Mais aussi, nous pouvons remarquer qu'est-ce qui n'a pas pu être fait et qu'est-ce qui reste à faire pour les femmes jusqu'à l'avènement du président Macky Sall. Il y a 1 an ou 2, je ne me rappelle plus, le thème de la Journée internationale des droits des femmes portait sur l'autonomisation des femmes. Parce qu'on avait pensé que tant que les femmes n'avaient pas cette indépendance, cette autonomie financière, économique, pour leur permettre de conduire elles-mêmes leur propre destin, qu'il resterait encore toujours quelque chose à faire pour elles. Donc, de ce point de vue, du point de vue de l'autonomisation des femmes, investir dans la capacité des femmes à s'administrer, à se gérer, à prendre en main leurs propres besoins avant même ceux-là de la famille ou du mari, me paraît quelque chose de fondamental. Mais ne pas s'arrêter à cela, parce que la vie, ce n'est pas que de manger, de boire et de dormir. Il y a un autre épanouissement des femmes auquel il faut se consacrer, c'est l'épanouissement politique. C'est la vie avec les responsabilités publiques, quelles qu'elles puissent être, civiles, politiques, mais que les femmes s'affirment davantage, qu'on leur libère la parole, qu'elles prennent la juste et la pleine mesure de ce qu'elles doivent être, de ce qu'elles doivent représenter et de ce qu'elles doivent apporter dans le développement de leur pays. Là aussi, c'est un investissement auquel nous devrions procéder en faveur des femmes et accélérer le rythme. Cela veut dire que si beaucoup de choses ont été faites, il reste encore beaucoup à faire et nous devons accélérer le rythme pour arriver à cet épanouissement total des femmes. Vous en avez parlé, l'épanouissement politique. Et dans ce domaine, dites-nous quelle appréciation vous faites de la représentation des femmes dans les différentes institutions? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas très facilement jeter la pierre aux autorités. Il faut que nous aussi, les femmes, que nous portions la critique pour nous-mêmes, c'est-à-dire faire preuve d'autocritique. Parce que si nous attendons que tout nous soit donné, peu nous sera donné. Il faudrait que nous prenions, comme on dit, le taureau par les cornes, que nous puissions nous-mêmes comprendre
Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas très facilement jeter la pierre aux autorités. Il faut que nous aussi, les femmes, que nous portions la critique pour nous-mêmes, c'est-à-dire faire preuve d'autocritique. Parce que si nous attendons que tout nous soit donné, peu nous sera donné. Il faudrait que nous prenions, comme on dit, le taureau par les cornes, que nous puissions nous-mêmes comprendre que c'est notre propre combat, que nous sommes légitimes à le porter et que nous avons même le devoir de l'imposer aux autres, y compris aux décideurs, pour que les femmes, enfin, puissent changer de registre et de gamme dans la prise en compte de ce qu'elles doivent être dans les responsabilités publiques et les responsabilités politiques. Et je donne un exemple. J'ai été pendant 12 ans maire d'une commune. Et quand je suis arrivée à mon premier mandat de maire, il n'y avait pas encore la loi sur la parité. J'étais une des rares femmes maires et j'avais quelques femmes dans mon conseil municipal. Le reste, c'était des hommes. Et nous discutions, nous débattions, nous délibérions. Et est arrivée la loi sur la parité. À mon second mandat, j'ai vécu la loi sur la parité. Moitié femmes, moitié hommes dans le conseil municipal. J'ai vu comment les femmes, de façon qualitative, parfois quantitative, ont amélioré nos débats, mais surtout la responsabilité pointue de proximité que nous devrions avoir vis-à-vis des populations. Voilà comment les femmes, quand elles sont en politique, voilà la dimension qu'elles apportent. Les hommes sont excellents. Ils sont excellents dans la compétition. Ils sont excellents dans le jeu. Les femmes sont excellentes dans le résultat, dans le souci de l'amélioration de ce qui leur est confié en tant que responsabilité, de l'amélioration de ce pourquoi elles se sont engagées. Mais il faut que les femmes le comprennent, elles d'abord les premières, qu'elles se disent que leur façon naturelle d'exercer ces responsabilités dans le foyer peut être transplantée sur le plan politique et arriver à faire tomber ces bastions pour que le reste nous soit offert. Mais si nous-mêmes ne faisons pas l'effort initial, eh bien le reste sera difficilement acquis. Voilà ce que je voulais dire en termes de prise de responsabilité des femmes dans l'espace politique et dans l'espace public. Madame la ministre, toujours dans le domaine de la politique, vous êtes la seule femme à occuper un département régalien dans ce gouvernement et même le précédent. Qu'est-ce qui explique cette faible proportion de femmes dans des départements importants? Vous savez, je ne mesure pas la responsabilité des femmes par l'occupation de postes ministériels futiles de souveraineté. Je pense qu'à tous les échelons de la vie publique et politique, les femmes doivent être. Mais ce que vous avez posé comme question est pertinent. Pourquoi effectivement, à ces hautes fonctions de responsabilité, il y a peu de femmes? Mais je l'ai dit, il faut qu'elles bousculent les portes. Il faut que parfois, elles-mêmes refusent que certains postes de responsabilité ne soient dévolus qu'aux femmes. Il faut que les mêmes soient dévolus et aux femmes et aux hommes pour qu'on ne particularise pas, on ne singularise pas la femme dans les responsabilités ou dans l'exercice des responsabilités politiques. Le poste de ministre est un poste de haute confiance du président de la République. Et moi, je suis convaincue, connaissant le président Macky Sall, que quand il dessine le profil du poste, il ne pense ni à un homme ni à une femme. Il se dit qui peut être compétent pour être là. Maintenant, quand c'est la femme, elle a une double responsabilité. Elle a effectivement la responsabilité de conduire ce poste et de ne pas trahir la confiance qui a été placée en elle par le président de la République, c'est-à-dire en toute loyauté et en toute compétence. Mais elle a aussi le souci de bien faire pour pas qu'on se dise c'est parce que c'est une femme qu'elle n'a pas réussi à le faire. Donc elle devient comme une sorte... Le défi devient double. Absolument. Le défi devient double pour la femme et je pense qu'à chaque fois qu'on le relève, on l'a relevé pour soi-même, mais on a beaucoup plus encore relevé pour les autres. Toujours par rapport à l'accès à un certain niveau de responsabilité, la présidentielle a été fixée au 24 mars, 19 candidats, une seule femme. N'est-ce pas là un fait qui montre qu'il y a encore du chemin à faire? Oui, je suis d'accord. Je pense que tant que les femmes seront, comme je dis, à la marge
des compétitions électorales, quelles qu'elles puissent être, il va encore y avoir du travail à faire. Moi, j'étais candidate en 2019. J'ai vu à quel point cela est difficile. C'est un vrai parcours de combattant. Parce que quand le jeu politique il est fixé, c'est un jeu asexué. On ne dit pas que c'est un jeu pour les hommes et voilà le jeu pour les femmes. Donc les femmes compétissent selon les mêmes règles, les mêmes principes et le même cadre qui a été défini par les hommes. Donc elles doivent faire encore preuve de beaucoup plus de courage pour s'y engager. Mais cela viendra parce que comme je l'ai dit il y a quelque temps encore, tout ça a été beaucoup plus compliqué pour les femmes par leur propre entendement elles-mêmes de ce qu'elles doivent faire, de ce qu'elles sont capables de faire. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé cela. Les femmes, de façon naturelle, exercent les responsabilités. Et un jour, j'espère pas très lointain, il arrivera qu'une femme soit présidente de la République du Sénégal. Vous l'avez dit, en 2019, vous aviez caressé l'ambition d'être la première femme présidente du Sénégal. Cette ambition est désormais derrière vous? Ah non, non, non. Pourquoi? Tant que je fais la politique, que le Sénégal est le Sénégal et que j'ai cette volonté et ce courage d'y aller, et je peux vous assurer que j'ai cette volonté et ce courage d'y aller, cette ambition ne sera jamais derrière moi. Vous êtes femme juriste de formation à l'heure où des femmes réclament plus de droits sur leurs enfants. Le débat sur l'autorité parentale a été posé. Pensez-vous que le code de la famille devrait être revu? Je suis très circonspecte par rapport à cette question. Il faut que nous fassions très attention. Le code de la famille a été voté au Sénégal à la suite de très longs débats. La commission technique qui devait réfléchir sur la mise en place du code de la famille a siégé pendant 12 ans. Pendant 12 ans, où tous les aspects de notre vie en famille, donc de notre société tout court, ont été passés en revue. Que ce soit les aspects sociaux, sociologiques, religieux, tout a été passé en revue. Et on est arrivé à cet équilibre. Moi, je ne voudrais pas que sous le prétexte de réformer, de gagner encore beaucoup plus de droits, que nous puissions perdre pas mal d'autres droits qui ont été acquis de très haute lutte. J'entends toujours dire, oui, il y a telle chose qu'on doit faire en faveur des femmes. Je suis d'accord, mais je suis surtout d'accord pour qu'on discute, pour qu'on s'entende, pour qu'on dialogue et pour qu'on arrive toujours à préserver le juste équilibre. Alors pour revenir à votre question sur l'autorité parentale, moi je suis pour effectivement qu'on puisse la partager entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de mal à cela. Parce que ce qui est visé par ceux-là qui ne veulent pas l'entendre, c'est de dire l'homme reste le chef de famille. Mais dans le code de la famille du Sénégal, il est dit que l'homme est le chef de famille. C'est lui qui doit indiquer le domicile conjugal et la femme est tenue de le rejoindre dans le domicile qu'il aura indiqué. Mais cela, nous le tenons de convictions morales et religieuses qui sont très fortes. À condition que l'homme continue d'assumer ses responsabilités. Bien évidemment, c'est ça la contrepartie. Non seulement que l'homme qui est le chef de famille continue d'assumer cette responsabilité, mais surtout, quand il aura failli à cette responsabilité, qu'il soit sanctionné pour avoir abandonné sa qualité de chef de famille et sa qualité de protecteur de la famille. Donc, c'est des débats que nous pouvons poser, mais pour lesquels nous devons aller dans la compréhension mutuelle, comme avaient fait nos grands-parents au moment de voter le code de la famille. Moi, je refuse de penser que nos grands-parents étaient beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts que nous, et ce qu'ils avaient fait en 1972, que nous sommes incapables de le faire en 2024. Nous pouvons bien le faire, mais dans l'entendement, dans le dialogue et dans la discussion. Vous avez été députée, maire, plusieurs fois ministre, avocate, un parcours exemplaire, mais n'y a-t-il pas eu d'obstacles liés à votre condition de femme? Ah si, beaucoup, beaucoup. D'abord, quand les gens me posent la question, mais où voulez-vous aller? Je leur dis, mais pour répondre à cette question, il faut savoir d'où est-ce que je suis partie. Tant que vous n'imaginez pas d'où est-ce que je suis partie, vous ne pouvez pas mesurer où est-ce que je vais aller. D'où est-ce que vous venez? Eh bien, je viens d'une région qui s'appelle le Fouta, où le conservatisme
tient encore sa place, où avant toute chose, avant d'aller à l'école, il faut faire l'école coranique, apprendre les préceptes de l'islam, apprendre le Coran, aller à l'école, y rester, mais pas pour longtemps. Les filles de ma génération, elles ont presque toutes quasiment été mariées à 12, 14, 15, 16 ans. Comment j'ai pu échapper à cela? Parce que j'avais un père ouvert qui a pensé que lui doit donner la même chance à ses filles qu'à ses garçons. De pouvoir aller à l'école, de pouvoir y rester autant qu'elles le souhaitent, mais autant dire qu'on était à part dans cette communauté. Parce que personne ne comprenait que vieille fille, qu'on ne se soit pas mariée. Personne ne comprenait ce que nous recherchions avec les diplômes. Parce que la vocation, parce que le destin d'une femme, ce n'est pas d'accumuler des diplômes, c'est de se marier, de faire des enfants et de tenir le foyer. Donc, on était presque comme une exception dans là où nous étions. Mais exception pour exception, on s'est dit, bon, autant aller le plus loin possible. Voilà pourquoi, malgré les obstacles, finalement, on devient tenace et coriace. Les obstacles ne sont pas un obstacle. L'obstacle, c'est ce qui est dans votre tête. Ce n'est pas ce que vous voyez devant vous. Tant que dans votre tête, vous êtes fort, tant que dans votre tête, vous êtes prête à escalader, vous êtes prête à enjamber, alors il n'y a plus d'obstacle, parce que vous êtes plus fort que ce qui a été mis devant vous. Bien sûr que des obstacles, il y en a eu, mais j'ai toujours, grâce au soutien de mes parents, eu la détermination et la force de gommer l'obstacle et de pouvoir avancer. Un exemple d'obstacle? Par exemple, quand je suis venue, je le raconte tout le temps, je suis arrivée au lycée Kennedy, un lycée de jeunes filles, et moi je venais de Podor, je ne parlais pas wolof. Mes études ont failli, excusez-moi du terme, péricliter à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'étais une jeune fille qui, à Podor, quand je m'habillais d'une certaine façon, mon grand-père me disait, non, ce n'est pas la façon de s'habiller pour une femme. Tu dois avoir des robes jusque-là, à la cheville. Mais arrivé au lycée, c'était le temps des mini-robes et des mini-jupes. Et moi, j'étais isolée, à part, parce que je n'étais pas habillée comme les petites filles. Tout le monde se moquait de moi, que j'étais la paysanne. Tout le monde pensait que moi, je n'étais pas venue pour faire des études. J'étais peut-être venue pour balayer la classe. Et j'en étais malade. Parce que ça, c'est l'obstacle qu'on vous a mis dans la tête que vous êtes là, mais que vous n'êtes pas pareil aux autres. Et une fille de 11 ans, à qui on dit ça, mais elle peut tellement en souffrir qu'elle peut abandonner ses études. Un autre obstacle, mais j'ai résisté. Justement, d'où est-ce que vous veniez cette force-là de résister? Mais d'abord par un conseil de mon père, qui m'a dit, parce que les parents ont toujours le mot juste qu'il faut pour les enfants. Quand je lui dis, je vais arrêter mes études, je vais retourner à Podor, je ne peux pas vivre ici parce que je ne suis pas comme les filles que je vois tous les matins. Il m'a dit, non, Aïssata, tu vas attendre le premier trimestre. Si tes notes arrivent et qu'elles ne sont pas bonnes, je te ramène à Podor. Mais si tes notes arrivent et qu'elles sont bonnes, je pense que tu auras une copine. C'est exactement ce qui s'est passé. Mes notes arrivaient, elles étaient bonnes, elles étaient même excellentes. Et j'ai eu la première copine. Et j'ai compris que dans la vie, c'est par l'excellence, par l'effort, par le courage qu'on peut arriver finalement à comprendre que la vie est un combat et qu'il faut toujours escalader les obstacles. L'autre obstacle, et je termine par là, c'est quand j'ai voulu prêter serment d'avocat, je rencontre un de nos bâtonniers, paix à son âme, qui est maintenant décédé, qui m'a dit, qu'est-ce que tu cherches? Je dis, je veux être une avocate. Il me dit, et après? Je dis, je veux plaider comme vous. Et après, je veux avoir un cabinet comme vous. Il me dit, tu penses que tu peux le faire? Toi, la Halpulaar, là, venu du Fouta, on va te marier, tu vas faire des enfants. Pour tenir un cabinet d'avocat, il ne faut pas être un homme, il faut être un homme costaud. Toi, pour commencer, tu n'es même pas un homme, tu es une femme et tu ne peux pas être costaud. Alors, oublie ton rêve de venir plaider, oublie ton rêve de tenir un cabinet. Tu seras peut-être dans un cabinet à être une collaboratrice, à faire des conclusions et à ne jamais apparaître. Ça m'avait traumatisée. Et j'ai dit, voilà l'obstacle maintenant que je dois surmonter. Et encore en politique, cela m'est arrivé. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes, ne pensez pas que ces vexations,
ce rappel à l'ordre de façon très insidieuse que vous n'êtes qu'une femme et que vous avez une place déjà cataloguée que vous devez occuper, ne pensez pas que c'est seulement enfant qu'on vous le dit. On vous le dira toute la vie. Mais c'est à vous de comprendre que ceux-là qui vous le disent sont même peut-être en train de vous pousser à aller démontrer que le contraire est possible et le contraire est bien possible. Le rôle dans notre société donné par une femme de manière naturelle, c'est justement de se marier, faire des enfants, de s'occuper de son foyer. Vous êtes une femme, vous l'avez fait, mais vous l'avez allié avec votre vie professionnelle. Comment vous avez fait? Ça a été très difficile. Mais là, je dois remercier mon mari et mes enfants. Moi, mon mari était juge. Quand nous nous sommes mariés, j'étais déjà avocat. Donc, il avait parfaitement bien compris la responsabilité qui devait être la mienne sur le plan professionnel. Il ne m'a pas trop tenu rigueur de ce que je n'ai pas pu faire sur le plan familial. Mais quand il ne m'a pas tenu rigueur, ça a doublé ma responsabilité, que lui ne regrette pas le choix qu'il a fait. Heureusement que mon mari ne m'en a pas tenu rigueur. Et parce qu'il ne m'en a pas tenu rigueur, que moi, j'ai redoublé d'efforts pour qu'il ne regrette pas le choix qu'il a fait. Et j'ai pu difficilement, je le reconnais, allier la vie familiale pour le temps que je dois lui consacrer. Et le temps que je dois lui consacrer n'est pas un temps élastique, étendu, c'est un temps de qualité, une présence de qualité. Pour le peu de temps qu'on est dans la famille, qu'on se consacre totalement à la famille, mais par la qualité de sa présence. Se soucier des études des enfants, avoir une part de conversation, pas, excusez-moi, en papotant, mais sur des choses fondamentales, sur des choses essentielles. Voilà ce que j'ai pu comprendre rapidement comme étant la part que je dois donner au cercle familial. Mais ce que je fais là, beaucoup de femmes le font et le réussissent. Est-ce que seulement les hommes peuvent faire cela et le réussir? Je ne le crois pas. C'est en cela que les femmes sont fortes et elles doivent le savoir. Vous êtes à la tête du ministère depuis octobre 2023. Quelles ont été les principales réformes engagées? Le ministère de la Justice est un ministère très difficile. D'abord, c'est un ministère régalien, vous l'avez dit tout à l'heure, où vous devez gérer des hommes, des femmes, une situation, mais des principes et des règles qui ont vocation à s'exercer, à s'abattre sur des hommes et des femmes et dans des circonstances parfois très difficiles. En tout cas, pas toujours agréables. Dans les autres ministères, les règles et les principes s'appliquent à des hommes et des femmes, mais peut-être dans des circonstances qui ne sont pas aussi particulières que celles de la justice. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé que beaucoup de choses avaient été faites par mes prédécesseurs. Mais j'ai vécu une situation, et je la vis toujours, que moi, je ne peux pas admettre en tant qu'avocat défenseur des droits. C'est celui du surpeuplement carcéral. C'est celui des longues détentions. C'est celui qui fait que, quand on entre en prison, et justement parce qu'on est en prison, que tous ces droits les plus élémentaires soient sauvegardés, et de voir que ces droits-là ne le sont pas. Est-ce qu'on mange bien en prison? Est-ce qu'on dort bien en prison? Est-ce qu'on est bien traité en prison? Voilà les questions fondamentales que moi je me suis posées quand je suis arrivée dans ce ministère. Alors j'ai réuni les magistrats, les procureurs en l'occurrence, les procureurs généraux, les procureurs de la République, les délégués du procureur, pour leur dire que cette année, nous devons réfléchir pour savoir comment faire pour désengorger les prisons. Les désengorger, pas de façon séquentielle, parce que de temps en temps cela arrive, mais les désengorger de façon systémique. Comment ne pas envoyer les gens en prison? Comment faire que le premier réflexe du juge ne soit pas de dire je vous place sous mandat de dépôt, mais c'est de dire je vous mets sous contrôle judiciaire, je vous laisse partir chez vous, je vous mets le bracelet électronique, je vous laisse aller chez vous, je vous accorde la liberté provisoire, je vous laisse aller chez vous. Le mandat ne sera prononcé que de façon exceptionnelle. Pour arriver à cela, il faut une culture, il faut tout un dispositif. Les règles, c'est de par la loi de faire de telle sorte qu'on privilégie toutes les mesures alternatives à la prison par rapport à la mise en détention. Le dispositif,
c'est d'avoir l'outil qu'il faut pour cela. Comment améliorer la vie en prison, comment moderniser les prisons, comment faire de telle sorte que les prisons qui doivent être des lieux de vie, parce que seuls les hommes vont en prison. On n'emprisonne pas les animaux. Faire de telle sorte que les prisons soient des lieux de vie, je ne dis pas agréables, jamais une prison ne sera agréable, mais des lieux de vie acceptables qui respectent la dignité humaine. Voilà ce à quoi je me suis consacrée dès le premier jour de mon installation en tant que garde des Sceaux. J'ai réfléchi, on a pris les premières mesures, on est en train de continuer et je souhaite que ce travail, moi étant présente ou absente, que ce travail soit continué, qu'il soit prolongé dans le sens de l'amélioration de notre environnement pénal. L'autre chose, c'est l'état des tribunaux. L'état des tribunaux qui n'est pas un état agréable. Il peut être amélioré par la construction de juridictions et nous l'avons fait sur l'étendue du territoire. D'ailleurs, j'ai trouvé ici un programme qu'on appelle Promige. C'est un programme de modernisation des infrastructures judiciaires où nous construisons des tribunaux, des cours d'appel, en mettant encore à côté des maisons de justice pour améliorer le service public de la justice, le rendre proche du justiciable, le rendre avenant pour le justiciable, le rendre confortable pour le justiciable et les juges eux-mêmes et faire de sorte que le service public de la justice soit un service public de qualité. Voilà les deux chantiers, pour ne pas parler des autres, auxquels nous nous consacrons actuellement. Ce département symbolise pour beaucoup le recul démocratique du Sénégal. Que répondez-vous à cette critique récurrente de la justice aux ordres de l'exécutif? Mais je le dédie avec force et je le dis toujours. Moi, je voudrais même condamner ceux-là qui parlent de justice aux ordres. Et ceux-là qui le disent, je leur réponds toujours que je ne leur souhaite jamais d'avoir affaire à la justice. Ils sauront bien que la justice n'est pas aux ordres. Mais il y a un fait qui nous départage. Tous ceux-là qui le disent, à commencer par mes camarades politiciens, on n'a pas confiance à la justice, on n'a pas confiance à la justice. Mais tous les jours, c'est les mêmes qui vont à la justice. C'est les mêmes, chaque fois qu'ils pensent qu'ils n'ont pas été dans leur droit, qui vont s'adresser aux mêmes juges qu'ils étaient en train de décrier et de conspuer la veille pour que leur droit leur soit rétabli. Et tous les jours, ils sont rétablis dans leur droit. Tous les jours, les juridictions font leur travail. Arbitre entre nous les citoyens quand nous avons un litige. Arbitre entre le citoyen et l'État quand le citoyen a affaire à l'État. Et c'est ainsi que le pays marche. Et c'est ainsi que tous les jours, des juges absolument anonymes, que personne ne connaît, font ce travail seulement parce qu'ils ont juré de faire ce travail, sans demander à qui que ce soit de comment ils le font, pourquoi ils le font, encore moins quelle contrepartie quand ils le font. C'est ça la justice du Sénégal. Et je peux vous témoigner que c'est une grande justice. Je peux vous témoigner que c'est une justice respectée. Parce que quand nous allons à l'étranger et que nous rencontrons nos homologues, ils commencent par saluer la justice sénégalaise, par saluer sa crédibilité, par saluer sa force, par saluer son professionnalisme. Tout ça, nous le devons aux acteurs de la justice, les magistrats en premier. Donc ceux-là qui disent que la justice est une justice aux ordres, c'est eux qui parlent pour parler. Et c'est eux qui sont en contradiction avec eux-mêmes. Parce qu'ils ont beau dire que la justice est aux ordres, à chaque fois qu'ils ont affaire à la justice, ils n'ont pas hésité à prendre le chemin judiciaire pour se voir rétablir dans leurs droits. Donc, la justice du Sénégal est une justice grande, est une justice professionnelle, est une justice que tout le monde respecte et que nous, en premier, nous devons respecter. Durant les dernières manifestations, des femmes ont été victimes de violences. Moi-même, Absa Anne, j'ai eu à subir la violence policière. Tout récemment, Maïmouna Ndour Faye, présidente directrice générale de la 7TV, avait été agressée. Certains y ont décelé des soubassements politiques. On se souvient même de l'agression de la députée Aminia Nibi au sein de l'Assemblée nationale. Que vous inspire tout cela? J'ai deux réponses. J'ai une réponse
simple en tant que juriste. C'est de dire que les actes de violence contre les femmes sont absolument condamnés. Et d'ailleurs, on a réformé la loi pénale, le code pénal, en l'espèce, pour renforcer les condamnations lorsque une violence a été exercée par un homme sur une femme. On a changé le code pénal pour aggraver les peines qui avaient été initialement posées. Mais ça, c'est le plus simple. Le plus élaboré, c'est de dire, mais qu'est-ce qui a changé dans notre société pour que ce que les hommes s'abstenaient de faire auparavant, qu'ils le font maintenant allègrement, facilement et de façon publique. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que ce sont nos mentalités. Notre société est devenue une société de violence. Elle est devenue une société de violence gratuite. Elle est devenue une société où la violence est même admirée. Quand quelqu'un est violent, on a l'impression qu'il est une sorte de héros. Et la violence, avant de commencer par le physique, elle commence d'abord par le verbal. Vous avez vu le nombre de gens, de Sénégalais ici au Sénégal, à l'étranger, qui sont en train d'insulter tout le monde et tous les jours. Et avec cela, ils sont applaudis, presque acclamés, presque victorieux, comme César qui rentre dans sa cité de Rome. Eh bien, c'est ça qui a gagné nos esprits. Donc ce mal-là, c'est dans nos esprits que nous devons commencer par le combattre. Ce Sénégal-là, il ne doit pas être notre Sénégal. Si les gens veulent nous l'imposer comme pays, nous devons nous dresser, nous les femmes, comme d'un seul homme pour combattre cela. Moi, je condamne toute violence, quelle qu'elle puisse être, d'où est-ce qu'elle puisse venir. Je la condamne encore davantage quand elle s'exerce sur une femme. Et je dis que tous ceux-là qui l'ont fait, tous les auteurs de ces forfaits-là, ils doivent être traînés devant le tribunal, condamnés et sanctionnés de la façon la plus rigoureuse, comme le prescrit le code pénal, comme je le rappelais tout à l'heure. Les forces de l'ordre vivent dans la société dans laquelle nous vivons. Quand le policier ou le gendarme a fini d'enlever sa tenue, il est dans son salon. Il regarde les mêmes images que vous-même. Il subit la même influence que vous et moi, nous subissons. C'est pour ça que je dis, c'est dans nos têtes que nous devons travailler, nous tous, ensemble. Qu'est-ce qu'il faudrait faire contre la violence qui est en train de s'installer au Sénégal? Moi, quand le président Macky Sall appelle au dialogue et il dit qu'il appelle les forces vives à venir dialoguer, je lui dis bravo, Monsieur le Président, parce que ce dialogue, il n'est pas que pour les politiciens, il doit aussi être pour les autres, et c'est les Sénégalais entre eux qui doivent dialoguer, se dire les vérités et dire qu'est-ce que nous devons faire pour que ce mal-là, il ne nous gagne pas de façon définitive. Donc, forces de l'ordre, juges, avocats, ministres, politiques, journalistes, c'est nous tous ensemble qui devons engager la réflexion, condamner tout cela d'un seul concerto de voix et faire de telle sorte que nous puissions échapper à ça. Sinon, pour moins que ça, d'autres sociétés ont basculé dans le dérèglement par la violence et même dans la guerre civile. Je ne le souhaite pas au Sénégal, parce que cela ne peut pas arriver au Sénégal. Par rapport aux violences faites aux femmes, vous l'avez dit, le code pénal a été durci. N'est-il pas encore nécessaire d'encore durcir les sanctions? Jusqu'où on va aller dans le durcissement? Jusqu'à la cour d'assises. Vous voyez, la règle pénale, elle n'a de sens que lorsque, quand l'appliquant, on se dit, on l'a appliqué à juste raison et parce qu'on veut régler quelque chose. Mais si en l'appliquant, on voit que le mal y est, alors le mal n'est pas par la règle, le mal il est avant la règle. C'est pour ça que je dis, on a durci la peine, maintenons-la, dure comme elle est, sévère comme elle est, mais en même temps, faisons le travail de thérapie sociale, sociologique qu'il faut pour comprendre que la violence ne peut pas gagner notre société. Une question d'actualité, Madame la Ministre. Hier, vous avez défendu à l'Assemblée nationale une loi d'amnistie après que le Sénégal ait vécu des moments douloureux où la peur s'était installée. Saccage, casse surtout des personnes qui ont perdu la vie. N'avez-vous pas peur de ce que retiendra l'histoire? Par rapport à quoi? L'histoire retiendra que le Sénégal a voulu faire œuvre de dépassement. Comme toujours, il l'a fait quand des situations du genre se sont présentées. Voyez-vous, hier, à l'Assemblée nationale, j'ai commencé par rappeler toutes les lois d'amnistie qui ont été votées au Sénégal, en partant d'ailleurs d'une ordonnance de 1960 et de toutes les autres lois qui ont été votées
par l'Assemblée nationale. C'était pour expliquer deux choses. C'était pour expliquer que l'amnistie est une règle d'apaisement social presque de droit commun. On doit y avoir recours, on peut y avoir recours quand on pense que les circonstances et la situation nécessitent une amnistie. La deuxième chose que je voulais dire par là, c'est que seul le pardon peut amener la réconciliation. On ne se réconcilie pas s'il n'y a pas le pardon. Le pardon est un préalable à la réconciliation. Or, vous-même, vous l'avez dit dans votre question, notre société a été fragmentée par ces violences. Chacun d'entre nous l'a subi. Si ce n'est physiquement, alors ça a été moralement et intellectuellement. Et il faut que nous tous ensemble, que nous fassions preuve de ce dépassement pour que plus jamais cela ne se répète. La loi d'amnistie, elle est faite, on le dit, pour pardonner et oublier. Mais elle est surtout faite pour soigner et fixer un nouveau départ. Nous sortir de ce mal qui nous a pris, nous tous ensemble, et nous dire à partir de maintenant, nous sommes guéris de ce mal et c'est en personne guérie que nous envisageons et que nous analysons l'avenir. Voilà la loi d'amnistie. Et je souhaite, je prie et j'espère qu'il en sera ainsi pour l'avenir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au Sénégal en 2021, en 2022, en 2023 et un peu en 2024, que cela ne se reproduise plus. Et que cette loi d'amnistie permette de nous remettre encore dans les conditions de vivre ensemble et, comme disait Senghor, dans les conditions d'un peuple sans couture. Un peuple qui est un peuple lisse, qui est un peuple monolithique, qui est un peuple d'un seul tenant, que le Diola de Casamance aille vivre à Podor avec ses parents Halpulaar sans sentir qu'il est au Fouta, en pensant même qu'il continue de vivre en Casamance. Que le Sérère du Sine vienne à Dakar tout en comprenant qu'il est avec ses cousins lébou et qu'il n'est pas ailleurs qu'au Sénégal. Voilà le peuple sans couture que nous sommes. Et j'espère, je prie, en tout cas c'est mon vœu le plus ardent, que cette loi d'amnistie nous mette dans ce peuple, dans l'état d'esprit, dans la condition de ce peuple sans couture que nous avons toujours été. Vous avez vécu l'époque du président Abdou Diouf et maintenant vous êtes ministre sous le président Macky Sall. Quelle comparaison faites-vous entre les deux hommes, entre les deux époques? Je n'ai pas connu Senghor, mais je l'ai connu par la lecture. Parce que connaître quelqu'un, ce n'est pas seulement que de vivre avec lui. Mais vous avez vécu l'époque Abdou Diouf. L'époque d'Abdou Diouf, j'ai vécu. Chacun a sa particularité. Parce que le chef d'État, quoi qu'on dise, c'est une personne comme vous et moi. J'ai l'habitude de dire qu'un président de la République n'est pas une personne. Il n'est pas une personne dans le sens où il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il n'a qu'une responsabilité, c'est le pays, c'est la nation, c'est le peuple. Et c'est en fonction de cela qu'il doit décider, qu'il doit parler, qu'il doit se comporter, qu'il doit se mouvoir. Abdou Diouf avait, malgré tout ce que je viens de dire, qui est commun à tous les chefs d'État, il avait sa façon de faire, parce que c'est un administrateur, c'est un homme de la fonction publique qui n'a connu que ça, qui a vécu cela, qui a été formé, formaté même, j'allais dire, dans ce moule de l'administration. Le président Abdoulaye Wade, je ne l'ai pas connu, je n'ai jamais travaillé avec lui. Le président Macky Sall vient avec un autre tempérament. C'est un ingénieur. Et la dernière fois, j'étais à un symposium sur la diplomatie, et on me demandait de les distinguer sur le plan diplomatique. Et je disais que le propre de l'ingénieur, c'est de trouver la solution au problème. C'est l'ingéniosité. Qu'est-ce qu'il va trouver, lui, pour régler un problème qui est là devant lui? C'est ça le président Macky Sall. Lui, il est dans, beaucoup moins que dans l'administratif, il est dans le pragmatisme. Quand la solution se pose, il faut désenclaver la zone, d'où est-ce que doit partir la route? Quel financement va-t-on trouver? Parce qu'il faut que la route soit là, parce que seule la route est la solution au désenclavement. Voilà comment lui, il travaille, son état d'esprit très vif, mais très efficace dans la recherche et dans la mise en œuvre des solutions. Je pense que c'est ça, de mon point de vue, que je retiens du président Abdou Diouf, qui avait des solutions à sa façon
d'administrateur et du président Macky Sall qui a ses solutions à sa façon d'ingénieur. Vous avez été récompensé récemment, vous avez reçu le prix Rania, récompensant le leadership féminin dans le monde musulman. Un commentaire sur le féminisme de notre époque dans la religion musulmane. C'est une excellente question. Et voyez-vous, Absa, quand les gens ont voulu me donner ce prix, j'ai demandé que représente ce prix. J'ai voulu savoir, c'est un prix qui est décerné par l'OCI via un de ses organismes et qui récompense le leadership de la femme musulmane pour montrer trois choses. Que la femme musulmane, elle a la pleine capacité de pouvoir s'éduquer, de pouvoir être autonome et de pouvoir participer à la vie publique. Parce que très souvent, on a, en caricaturant, dit que oui, l'islam était contre l'émancipation, le développement des femmes. Mais l'islam ne peut pas être contre cela. Notre mère Khadija, alayhi wa sallam, la première épouse de notre vénéré prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle était quoi, elle? Elle était caravanière. On aurait dit maintenant commerçante internationale ou importatrice. Voilà, c'est ça qu'on aurait dit, qu'elle était dans l'import-export. Elle a même été la patronne du prophète. Mais comment une religion née dans ces circonstances-là, on peut penser d'elle que c'est une religion qui est contre la femme? Mais ces stéréotypes, il faut les faire tomber. Et c'est par les femmes que nous devons les faire tomber. Et c'est ce que représente ce prix. Et l'OCI veut que partout où les femmes musulmanes, un temps soit peu qu'elles aient de leadership, qu'elles portent ce prix-là, qu'elles aillent le promouvoir, qu'elles aillent plaider pour la cause des femmes musulmanes, pour leur dire « levez-vous et marchez ». Le prix Rania, quand j'ai demandé ce qu'il signifiait en dehors de ce qu'il symbolisait, on m'a dit Rania veut dire la reine dans une langue sanskrit, je crois, on m'a dit. Mais plus que cela, ça veut dire les femmes qui regardent en haut. Les femmes qui regardent en haut et très loin, qui voient au-delà de leur personne, qui voient les autres, qui les appellent, qui les distinguent, qui les encouragent pour qu'ensemble, on puisse marcher et changer la condition de la femme. Voilà ce qu'est ce prix-là. J'étais très contente de l'avoir, mais c'est un grand sacerdoce, un grand devoir que je vais encore assumer comme responsabilité à côté de toutes les autres et continuer ainsi. Madame la ministre garde des Sceaux, Seneweb vous remercie. Merci beaucoup Absa et merci à toute l'équipe de Seneweb.